BFM Business, le focus de Tech & Co. Allez, la presse et le digital, on en parle ce soir avec nos invités. Quel business model pour cette presse en ligne? On est avec Anne-Tania Desmaîtres, présidente de Brand & Consumer Technologies. Anne, bonsoir. Bonsoir. Avec Jean-Pierre Caffin, conseiller principal chez Bain & Company. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Ancien d'ailleurs, je précise, responsable, manager de Prisma Media. Donc, à l'époque, j'étais directeur général de Prisma Presse, justement. On en parlait tout à l'heure de Prisma Presse. C'est devenu Prisma Media aussi. Exact, ça a changé de nom après. Ouais. Et Frédéric Simotel, qui m'accompagne aussi pour vous interroger ce soir. Fred Simotel, donc éditorialiste high-tech de BFM, qu'on ne présente plus. Frédéric, si on devait citer peut-être un titre là pour démarrer, dans ces modèles qui fonctionnent en France, on connaît Mediapart, quoique ils ont des petits soucis fiscaux. Oui. À l'étranger, il y a BuzzFeed, qui est présent maintenant en France. BuzzFeed, Topito, voilà, c'est un peu des nouveaux sites, un nouveau mode de presse. Et puis, il faut pas oublier quand même qu'en termes d'audience, les titres classiques des journaux, Le Figaro, Le Monde, Libération, conservent toujours une belle audience. Après, pour le modèle économique, là, c'est un peu moins sûr parce que ce sont des grosses rédactions. Enfin voilà, tout ce dont on va parler ce soir. Comment la monétiser effectivement cette audience, Anne, c'est toute la question ce soir parce que l'audience c'est bien. Et donc l'idée de la presse, c'est d'amener ses lecteurs sur le web ou d'attirer les jeunes qui n'ont pas suivi sur le papier aussi à aller sur le web, sur le net. Mais comment on la monétise, sachant que on en parlera beaucoup ce soir, mais sur la publicité, il y a beaucoup de questions sur la publicité. Maintenant, on peut la mettre partout, donc elle vaut plus grand chose. Et sans parler des adblockers, on pourra aussi en dire un mot. Où beaucoup d'internautes décident de bloquer. Donc là, il y a plus de ressources, il y a plus de recettes publicitaires. Oui, je pense que Jean-Pierre va en parler peut-être avec plus de détails, mais je pense que c'est compliqué pour la presse. Il y a pour moi 4 sujets. C'est un vrai sujet de conduite du changement, vraiment, qui est pas forcément simplement sur les rédactions et l'acceptation de travailler différemment avec le web, mais qui est notamment le fait de décider d'aller sur le digital. C'est une vraie décision, je pense. Il faut avoir une vraie vision. Si on prend quelques exemples de groupes étrangers, on peut parler du groupe Springer qui, lui, a décidé de se désister de certains titres. Il en a gardé que de très gros. Et puis, il a investi vraiment sur des postures des modèles économiques et des approches éditoriales digitales très différentes. On peut parler de Blendle qui va donc permettre d'avoir le choix non pas des titres mais des articles et presque pour un internaute de fabriquer son propre journal. Donc on est obligé de trouver un modèle avec une approche, selon moi, non pas forcément de contenu, mais si on va vers le digital c'est de la technologie et donc il faut rendre un service. Et si on veut rendre un service, il faut amener, en plus du contenu à lire, un avantage. Et je pense que ça, c'est un vrai défi. Fred Simotel, d'accord avec ça Pour vous, il y a un modèle aujourd'hui à suivre, ou alors tous les 6 mois, ça change un peu et on rebondit. C'est un peu l'impression qu'on a, effectivement, qu'il n'y a pas de modèle. Définitivement, n'est pas valable partout et pour tout. Oui, définitivement, je pense qu'il n'y a pas de modèle qui a été trouvé. Selon moi, pour l'instant, les groupes qui sont allés, on peut parler du New York Times par exemple, qui lui a décidé de regarder pendant un certain nombre sur un certain délai, combien de fois certains utilisateurs vont se connecter à répétition. Et au bout de la 10e fois, ils vont finir par dire on vous propose un abonnement parce qu'ils vont juger que le lecteur est assez addicted en fait au New York Times pour accepter de payer. Et chez eux ça marche sur le FT, ça marche sur des grands noms comme ça où effectivement on a 5 ou 10 articles. Les Échos en France, 10 articles gratuits par mois. Et à un moment donné, on est repéré avec son adresse IP, on nous dit vous avez atteint le quota maximal. Merci de vous abonner. Oui, alors rendez-vous le mois prochain. Ça, c'est un autre point. C'est-à-dire que le New York Times va le proposer et on peut très bien refuser. Oui. Il s'avère que quand ils ont fait ça, ils ont réussi à acquérir à peu près 900 000 abonnés en plus, pur digital, qu'ils n'avaient pas du tout. Pas mal. Le chiffre d'affaires des abonnés de contenu web a augmenté par rapport au papier. Après, ceci on va vous parler de la publicité tout à l'heure, Sébastien. On prend la publicité, les revenus de publicité continuent de représenter, je pense, pour le New York Times, 40% de leur chiffre d'affaires. 3/4 de ces revenus sont de la pub papier. 1/3 uniquement de la pub digitale. Parce qu'en fait,
elle ne marche pas, cette pub digitale, parce que c'est un ennui. C'est beaucoup trop intrusif. Donc, chaque titre essaye, et chaque éditeur, pour l'instant, vous avez raison, essaye de trouver au mieux, mais vraiment, il y a au moins deux aspects. Un, prendre la décision d'aller vers le digital et en avoir une vision. Et deux, entendre que quand on parle de digital, c'est de la techno, et la techno, ça sert à rendre un service. Donc on est au-delà de simplement la partie contenu et l'importance de lire un article. J'ai juste un petit point sur... j'ai eu... on m'a beaucoup expliqué que c'était très important pour les journalistes d'écrire tel qu'ils voulaient le porter, mais après, peut-être que je manque de culture à cet égard-là, mais il y a très peu de personnes qui achètent vraiment un journal pour lire l'article d'un journaliste. Ils vont acheter un titre parce qu'il y a à l'intérieur de ce journal des gros titres qu'ils veulent attraper, parce qu'il y a peut-être des photos ou parce qu'il y a une appartenance à une famille politique. Donc, il y a très peu de lecteurs qui font un choix pour suivre un journaliste. Donc, vous voyez, là, il y a quelques changements d'approche. C'est encore pire. Là, il y a tellement d'offres, Jean-Pierre Cassin. C'est sûr. Je disais, aux USA, l'internaute moyen reste 3-4 minutes sur un site de médias. Donc, 3-4 minutes, il n'a pas le temps de lire beaucoup d'articles. C'est sûr que c'est pas du tout la même lecture. La lecture d'un journal print et la lecture d'un site ou sur un mobile, c'est pas du tout la même. D'ailleurs, ça se passe pas dans les mêmes conditions, dans les mêmes lieux. Ça se passe pas avec les mêmes outils. Donc, effectivement, c'est tout à fait normal ce qui se passe. Moi, je voudrais revenir sur les business models. Effectivement, ils sont tous différents, mais parce que les journaux sont différents, les audiences sont différentes. Et la presse, si je prends la presse, ça fait très longtemps qu'elle se bouge. Hein. Elle cherche tout le temps une nouvelle solution, un nouveau modèle, etc. Oui, elle se bouge, mais justement, c'est pas très bon site. C'est-à-dire qu'elle tâtonne, mais en permanence, on revient. Regardez même les plus gros. Là, on évoquait Springer, on pourra y revenir, mais quand vous regardez le Sun, donc le Sun, c'est aidez-moi. Ça appartient à c'est Murdoch. C'est Murdoch. C'est Murdoch, voilà. Donc c'est leur plus gros tirage, c'est 2 millions par jour de mémoire. Eh ben ils sont revenus en arrière. C'était payant et ils sont revenus au gratuit parce que ça fonctionnait pas, quoi. Oui, alors moi, il y a juste un point que je voulais dire sur la presse. Le problème de la presse vers le digital, dans cette métamorphose de leur business model, en fait, c'est que dans la musique qui a été touchée avant, le contenu de la musique, il n'a pas changé quand on est passé au digital. Alors que sur la presse, le contenu doit être modifié. Le contenu du print, le contenu du web, le contenu du mobile, c'est pas tout à fait le même. Enfin, ça peut être le même en PDF, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut écrire quoi? Il faut écrire plus court, plus et donc plus il faut écrire incisif. différemment. Ouais. Donc c'est pas la même écriture. Et donc ça a été quand même plus difficile, je trouve, pour la presse de cette transition numérique, et c'est pour ça qu'ils cherchent, parce que il a fallu des gens capables soit d'écrire sur 3 différents supports ou des gens différents pour écrire chacun sur un support séparé. Et ça, c'était vraiment une difficulté de la presse. Et ça l'est toujours, oui. C'est pas terminé. Fred. Toujours. Oui, puis il y a pas mal de choses qui changent aussi. C'est qu'aujourd'hui, on a des outils sur lesquels on peut voir des vidéos, on peut écrire, on peut voir de la presse écrite. Prenons l'exemple là du drame qui est en train de se jouer aux États-Unis avec les tireurs. On va sur une chaîne info, on va voir toutes les infos. Qu'est-ce qu'on va chercher de plus dans un média écrit? Donc on va de l'analyse, du recul, mais on a envie de l'avoir assez vite. Donc il faut une certaine compétence de la part des journalistes. Enfin, voilà, l'équation, elle est compliquée. Alors c'est sûr, il n'y a pas que des articles d'actu, et bien heureusement, il y a des articles sur la culture, des articles de fond sur la société, l'évolution, tout ça. Mais voilà, il faut vraiment trouver son... Il faut arrêter de les mettre en concurrence. Ouais. Je pense que c'est complémentaire. Et pour mais sauf qu'ils souffrent. On peut en penser ce qu'on veut. Il y aura toujours des lecteurs, oui, pour l'enquête, pour des sujets de fond. Mais il faut aussi s'adresser à ceux qui lisent, aux jeunes. C'est malheureusement pas là où il y a la croissance. On est sur les médias chauds, radio au mieux, enfin au pire, ou télé, les réseaux sociaux. Donc là, il y a beaucoup d'informations. Elle est partagée instantanément. Oui, mais Anne, tout cela est gratuit, très souvent. Oui, alors, il y a vraiment un point sur la gratuité. On en parlait préalablement avec Jean-Pierre. Je crois que le fait d'avoir voulu, semble-t-il, amener le web comme étant la cerise sur le gâteau et donc de porter la gratuité à casser le lancement de l'environnement ou du modèle économique digital qui aurait pu naître. Maintenant, il y a 2 points. Jean-Pierre l'a stipulé vraiment. Le fait de confronter, dans notre jargon, on parle, quand on est sur le papier, on parle de off, et quand on est sur le digital, on parle de on.
on passe son temps à confronter ces deux modèles. Moi, j'ai commencé dans l'IT il y a plus de 25 ans. On m'a expliqué que dans 20 ans, ça serait zéro papier. Vous en avez là, moi j'en ai là. Enfin, ça n'est pas vrai. Tout le monde le vit et il n'y a pas de dualité. Il y a vraiment une union à créer. Je pense prendre l'exemple du Figaro qui n'a pas installé le digital à côté dans une autre filiale ou dans d'autres locaux. Le digital est au milieu et les personnes travaillent autour. Donc il y a un vrai mariage à faire. Un autre point, et il faut après c'est pas forcément facile de le trouver, mais la dualité à construire est du moins la manière dont cette dualité s'est déployée, il faut vraiment l'arrêter. Un autre point qui est, vous avez dit tout à l'heure, Sébastien, les jeunes ne lisent pas. Alors, les jeunes ne lisent pas sur le papier certains contenus, ils ne vont donc pas aller le chercher sur le web. Mais la nouvelle génération achète de la musique et achète du film. Donc il y a certains contenus qu'ils n'auront aucun problème à aller acheter en fait. Mais il faut effectivement, je pense, se différencier. Le web est une profusion de données, il y en a trop, il y en a partout. On est noyé par la quantité et on est envahi par la publicité. Si on sait se placer avec, Jean-Pierre parlait de différence de contenu, si on sait se placer avec un contenu précis, accessible par tous et qui permet à l'internaute de gagner du temps, il va aller le chercher. De la même manière, on parlait de la presse générale, mais on peut parler de presse spécifique. Il y a une société qui s'appelle Pineapple qui s'est développée, qui pèse aujourd'hui à peu près 20 000, qui est pas introduit en bourse et qui a une valorisation à 20 milliards, qui est spécialisée dans les voyages. La presse sur les voyages, il y en a énormément. Elle s'est spécialisée sur le fait de trouver des hébergements spécifiques dans, je crois, 3400 villes dans le monde. Mais sauf que quand elle trouve l'hébergement, elle apporte en plus une information sur la localité ou des informations pratiques. Vous voyez, on est encore dans un contenu précis avec un service qui est rendu. Donc, il me semble que si on prend ça, on doit être capable de trouver son chemin. Et c'est pas toujours... excusez-moi. Jean-Pierre, allez-y, oui. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a tendance à dire il y a le print et le web est réducteur, en fait, par rapport au niveau de la somme d'informations. Moi, j'ai vécu l'inverse. Par exemple, avec le magazine Capital. Oui. Très belle réussite. Qui avait fait un article assez long de 400 pages sur les fissures dans les barrages hydroélectriques. Bon, mais alors, tous les rapports d'expertise, ces centaines, ces milliers de pages, on ne pouvait pas les mettre sur du print. Ça aurait coûté une fortune. Eh bien, ils étaient sur le web. Donc, vous voyez comme quoi c'est vraiment complémentaire et c'est pas toujours dans le même sens qu'il y a le plus d'informations disponibles. Le web, c'est un vrai complément et qui peut donner des informations qu'on n'a pas les moyens de payer. Mais les grands groupes, ils sont condamnés là, à racheter des sites qui marchent bien sur le numérique, même s'ils sont pas rentables. Là, on citait tout à l'heure Springer. Vous avez cité une acquisition. On aurait pu citer Business Insider, qu'on connaît bien sur BFM. Oui, c'est à la fois de la tech et à la fois de l'éco. Business Insider, Springer, il met plus de 400 millions de dollars pour les racheter. Or, ça gagne pas $1. Hein, pour le coup, ils ont acheté Bonial, ils ont acheté Sologer.com. Ils ont acheté au féminin.com, etc. Mais eux, ils ont vraiment pris une option vraiment radicale. Hein. Mathias Döpfner a dit, moi je suis producteur de contenu. Je suis un éditeur et un producteur de contenu. Alors après, maintenant je peux aller sur tous les supports. Et puis il a commencé aussi à se séparer de sa presse papier naturel. Mais c'est un des rares groupes qui a fait un tel saut dans l'investissement. Et vous comprenez son virage ou c'est un peu... Oui, moi je comprends très bien. Il fallait seulement avoir les moyens, le courage et oser. Mais je le comprends très bien, oui, tout à fait. Alors que les autres groupes aussi, pas problème de moyens, parce que tout le monde aurait bien rêvé aussi faire pareil. Ben, ils ont acheté des sites de moyenne importance et on s'aperçoit que c'est très très dur d'équilibrer les pertes du print avec ces nouvelles ressources. Encore faut-il les rentabiliser, Frédéric, Puis on parle aussi, on parlait de technologie. Hein, derrière, c'est de la technologie qui tourne. Derrière, donc il faut des moyens pour développer cette technologie. Et racheter des sites, c'est bien, mais après on va ce qu'on appelle le back office, donc l'outil sur lequel travaillent les journalistes. Eh bien, il faut essayer de l'uniformiser. Il faut après les bases d'abonnés, les bases de lecteurs, comparer tout ça avec les bases marketing des gens qui viennent sur les sites et tout ça. Tout ça, ça se fait pas. C'est pas parce que c'est Internet que c'est facile. On prend un tweet en direct, Frédéric. On est envahi par la publicité. Alors, il nous cite David là, sur le hashtag TechCo, TECHCO, et lui répond non, on n'est pas du tout envahi. Moi, j'ai mis Adblock
En gros, voilà, il nous envoie le message, il faut régler ce problème. Est-ce qu'il n'y a pas eu une grosse erreur là des sites de médias, pas seulement, mais comme les médias ne vivent, en tout cas les médias en ligne ne vivent que de la pub, absolument. Ils ont bombardé. Et ce tapis de bombe aujourd'hui, ils se le prennent en pleine poire parce que les gens bloquent la pub et on a eu une croissance de 40 ou 50% là sur un an de l'installation des adblocks en Allemagne, aux USA, en France, on y vient aussi. Où vous voyez comme ça 10-20% des gens qui sur leur PC, maintenant aussi sur leur téléphone, la pub n'apparaît plus. Absolument. Après, c'est la possibilité pour chacun des internautes à apprendre à utiliser comment à bloquer la publicité. C'est maintenant devenu monnaie courante, mais il y a quelques années, c'était pas le cas. De toute façon, le fait de continuer ce modèle économique, c'est une compensation de la gratuité, si vous voulez, d'avoir pensé qu'en achetant l'espace pub, on allait pouvoir mettre un contenu gratuit. Alors, il y a un squeeze, parce que le prix de la pub, on l'a dit, n'arrête pas de baisser parce qu'il y a des... Oui. Il y a des volumes. Il y a un volume conséquent. On peut afficher de la pub partout sur Absolument. Internet. Voilà. Et d'autres la bloquent. Donc là, vous vous retrouvez... Ça ne sert à rien. Absolument. La seule manière, sincèrement, le contenu... Vous leur dites quoi aux groupes de médias avec lesquels vous travaillez, que vous conseillez au quotidien? Il faut créer un contenu, pour moi, qui doit être payant et qui doit... être le plus ciblé possible. Donc tisser un lien, voilà, il vaut mieux avoir 10 000 internautes lecteurs que chercher à être le premier avec 1 ou 2 millions. Et il faut les abonnés qui ont une appétence à un contenu, qui ont une fidélisation ou une émotion à un titre. Il faut les repérer et leur servir régulièrement ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent. Ils vont revenir. Ouais. Mais le fait de retirer la pub, c'est aussi une notion de compréhension et du respect du lecteur. Donc un contenu précis, adapté à l'internaute, fonctionne. Parce que de toute façon, il va le chercher ailleurs. Enfin, c'est pas le thème ce soir, Frédéric, mais tu connais ça mieux que moi. Ces pubs là qu'on voit, souvent, elles sont gérées par des algos. C'est étonnant, quoi. C'est vraiment. Pas plus tard qu'il y a 1h30, on avait à l'heure H avec Edwige Chevrillon, Guillaume Paul, il y avait Jean-Baptiste Rudel qui était là de Critéo, qui est le spécialiste du tracking. Pour le coup, la pub est à peu près ciblée, donc ça va. La pub ciblée, mais voilà, on a tout et n'importe quoi. C'est vendu pas cher aussi. C'est un peu acheté au kilo. Après, je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a une réflexion. Moi, j'avais bien aimé à l'époque une réflexion qui avait été faite sur l'eBay. Bon, ils sont pas allés jusqu'au bout, mais qui était de plus avoir un journal, de créer une sorte de communauté. Parce que c'était peut-être une idée qui serait tombée à l'eau, mais voilà, je pense qu'il y a cet aspect-là pour certaines, mais même on voit même pour un quotidien comme l'eBay. On sait qu'on a une communauté de lecteurs, on identifie à peu près le profil du lecteur et on se dit, on va leur proposer de l'événement, on va leur proposer des articles il y a en pas ligne. que la publicité, c'est ça le problème. La publicité, d'accord, mais il y a d'autres choses. On peut faire du e-commerce, on peut faire des événements, on peut sortir. Il y a d'autres portes de sortie. Il y a certains acceptent de perdre de l'argent et se font racheter par des millionnaires, des milliardaires. Tu citais l'eBay, Frédéric, on sait que c'est Patrick Drahi, qu'on commence à connaître maintenant plutôt bien sur BFM et Next Radio. Jeff Bezos, patron d'Amazon, a le Washington Post depuis quelques temps. Niel, Le Monde, Dassault, on le sait, Le Figaro. Enfin, la liste est longue. Est-ce que c'est une piste, une solution? Est-ce qu'il faut se résoudre à cela? On posera donc cette question à nos invités dans un instant. Et un autre invité va nous rejoindre juste après la pause, dans 2 minutes. C'est le patron de Le Kiosque. Le Kiosque avec un K, donc, enfin 2 K, à la fin et un au début. Le Kiosque, pure player, donc depuis 2007, qui digitalise comme ça vos quotidiens, vos magazines. Est-ce qu'il a atteint la taille critique là en quelques années? Pas sûr, sur un marché comme la France. On sait que ça intéresse que quelques dizaines, au mieux quelques centaines de milliers de personnes. À tout de suite, on se retrouve dans un instant. Vos commentaires sur le hashtag TechCo comme tous les soirs. TECHCO. Bonne soirée, c'est Tech & Co, donc jusqu'à 22h30. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et avec nos invités ce soir, Anne-Tania Desmaîtres, présidente de Brown & Consumer Technologies, Jean-Pierre Caffin, conseiller de Bain & Company, ancien patron de Prisma Presse, de Prisma Média, Frédéric Simotel qui m'accompagne toujours, éditorialiste donc chez BFM, et Harry Assouyed qui nous rejoint. Harry, bonsoir. Bonsoir. Président de Le Kiosque, que vous avez fondé en 2007, si je ne m'abuse. Donc Le Kiosque, comme son nom l'indique, donc pure player
meilleur de la presse digitale. Donc on trouve chez vous la presse quotidienne, les hebdos, les mensuels. Vous avez réussi à conquérir combien de clients là depuis le début? Aujourd'hui, on a 700 000 utilisateurs actifs sur le service et surtout, on a créé un modèle nouveau qui est le modèle des forfaits. Donc, c'est des abonnements un peu similaires à ce qu'on peut connaître dans l'univers de la musique ou dans l'industrie de la SVOD. Donc, vous abonnez tous les mois à un de nos forfaits, 5, 10 ou 20 magazines tous les mois au choix. Et c'est ce qui marche le mieux. Voilà. Les gens achètent au numéro, mais c'est un modèle de fidélisation. Aujourd'hui, on va atteindre la barre des 200 000 abonnés mensuel au service. Pas mal, ouais. Vous êtes que sur la France là ou déjà vous tissez votre toile en Europe? On est présent en France depuis 2007 et on a commencé notre internationalisation il y a 3 ans en Angleterre et en Italie. Et on envisage effectivement d'ouvrir d'autres pays, plutôt en Europe pour le moment. Vous faites partie des pionniers là en 2007. Ouais. Comment expliquer que ça concerne que 200 000 personnes aujourd'hui en mensuel, alors qu'on a des millions de lecteurs de la presse, presse hebdo encore, presse quotidienne, presse ce qu'on veut, PQR, mensuel. Pourquoi vous n'avez pas réussi là à faire ce shift, enfin vous et surtout vos clients que sont les journaux? Alors le marché est déjà plus fragmenté dans l'univers de la presse que ce qu'on peut connaître dans l'univers de la musique. Je pense que comme l'ont dit les différents interlocuteurs, la presse quotidienne c'est pas la même chose que la presse magazine. On n'a pourtant pas la même chose en termes d'expérience de contenu, d'usage. Donc ça c'est un premier élément qui justifie ça. Puis la deuxième chose c'est qu'il n'y avait pas forcément des devices, des appareils qui étaient adaptés aux usages avant l'arrivée des tablettes. Donc c'est 2010 la réalité, c'est que nous on a créé la société en 2007 sur une 2010, vision iPad. Voilà, 2007 c'était plutôt une vision qui allait avoir un bouleversement dans ce marché et le vrai développement commercial de l'entreprise a commencé en 2010. Ensuite, il y a un historique d'entreprise qui fait que le marché a évolué de façon différente. Beaucoup de concurrences sont arrivées entre 2010 et 2011, des gros acteurs type les GAFA qui ont voulu se positionner sur nos sujets, en créant pas forcément énormément de valeur, mais en nous empêchant notamment de matérialiser la relation qu'on avait avec certains nombres d'éditeurs, et en nous empêchant aussi de développer notre business model qui est le modèle des forfaits, parce que l'enjeu c'est un enjeu de conquête, de nouveaux usages, et il faut un peu d'abord démontrer en quoi le produit apporte de la valeur ajoutée, en quoi le service apporte de la valeur ajoutée, et ça a pris du temps. Et donc face à ce marché, on a fait un peu évoluer nos modèles économiques, on a pivoté. Au départ, on était une application uniquement sur les tablettes et principalement sur l'iPad. Et on a transformé notre modèle depuis 2 ans en étant un service multiplateforme disponible à la fois sur les tablettes, l'ensemble des tablettes, c'est-à-dire sur un iPad, mais également sur toutes les tablettes Android et sur les smartphones, en développant aussi d'autres canaux de distribution que pour les clients en direct d'acheter son service en vous abonnant directement, notamment avec des opérateurs télécoms. Et c'est ça ce qui nous a permis de connaître une très grosse croissance. Donc je dirais l'analyse doit être faite plutôt sur les 2 dernières années. Nous on est passé de 30 000 abonnés payants mensuels à 200 000 abonnés payants en 15 mois. Donc la croissance est très forte. Ah oui, non, voilà. L'idée c'était pas effectivement de dire que ça ne fonctionnait pas, mais que potentiellement, enfin vu le boulevard qu'il y avait, on aurait pu s'attendre à de meilleurs chiffres. Mais on a bien compris là les enjeux et les freins que vous avez rencontrés ces dernières années. Anne-Tania, en écoutant Harry, on comprend que là pour le coup il y a une vraie valeur ajoutée parce que on va pouvoir avoir plusieurs canards sous les yeux, dans les transports, à la maison, au bureau, sur plusieurs devices différents, parfois avec une vraie valeur ajoutée aussi parce qu'on l'a avant tout le monde. On est abonné au Figaro, aux Échos, on l'a avant de l'avoir en papier, avant le lecteur classique. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas antagoniste avec le papier, donc en fait on va utiliser le device en fonction de l'instant de vie. Et on peut se retrouver à vouloir avoir un papier à un moment donné pour un certain type de titre, parce qu'on veut regarder les photos, parce qu'on veut toucher le papier. Et puis pour d'autres titres, ou parce qu'on est dans les transports, on va vouloir utiliser le support technologique. Donc encore une fois, ça n'est pas une confrontation, c'est un moyen pratique de s'informer ou de participer, d'avoir son loisir de lecture autrement que sur le papier. Ça n'est vraiment pas antagoniste. Donc ça permet l'accompagnement de la vie du lecteur. On pourrait parler de la vie du consommateur. Voilà, c'est l'accompagnement de la vie du lecteur. Fred aussi, je te vois rarement avec le Parisien, le Figaro. Je suis sûr que tu lis tout sur ton iPad mini. C'est sur l'iPad. Ouais. Et puis j'attends de voir l'iPad Pro, voir ce que ça peut donner. Moi, je l'ai, c'est génial. C'est bien, vous fera. Non, après, je me demande si moi, pour avoir été à la presse écrite aussi, s'il n'y a pas un modèle aussi à changer du côté des. On vit toujours. On a essayé de transposer ce qu'on a fait sur la presse écrite, sur la presse avec les mêmes rubriques, les mêmes noms de rubriques, l'actu.
l'actu, les dossiers, l'actu du monde. Enfin voilà, il y a tout un tas de rubriques et je me dis, alors je sais pas si c'est ça qui doit marcher, mais est-ce qu'on n'a pas pris assez de recul aussi pour se dire tiens, on va bouleverser complètement l'information en la présentant différemment, en certains mettant juste des brefs. Enfin voilà, il y a peut-être un modèle aussi, on ne s'est pas suffisamment posé cette question-là. Jean-Pierre, je pense que... Si on se l'est posé, mais c'était pas très facile vis-à-vis des journalistes, comme je dis, pour boucler sur tout à l'heure, qui voyaient arriver ces nouveaux supports comme des concurrents. Donc ils ont commencé au début par freiner. Et puis maintenant, ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est des outils formidables en complément de ce qu'ils font. Et je crois que là maintenant, ça y est, c'est lancé. Mais on a eu du retard à l'allumage à cause de ça, justement. Ils ont vu arriver ces supports en disant, ça y est, la presse est morte. C'est pas le cas du tout. Et mon autre question, c'est par rapport à ce qu'on voit avec Mediapart, par exemple, mais on sait qu'il y a... est-ce qu'il y a un créneau pour des médias, alors plus... je ne veux pas dire confidentiels, mais qui seraient vraiment dans la recherche du scoop, alors, mais dans des créneaux, dans l'économie, dans les médias, voilà, on aurait sur le segment j'ai pas un nom en tête, mais sûrement que si vous avez une information de haute qualité, bien ciblée, etc., vous pouvez en plus la faire payer cher à des gens qui ont les moyens de la payer. Non, vous avez le titre Politico aux États-Unis qui va traiter uniquement de l'information politique qui va concerner les hommes politiques et les lobbyistes. Ils vont payer l'abonnement nécessaire parce que cette information qui est véhiculée est nécessaire pour eux. LinkedIn réfléchit ou peut-être est en train de le faire à lancer aujourd'hui un contenu professionnel pour les membres de LinkedIn. Là aussi, on va essayer d'apporter une intelligence spécifique aux personnes qui sont déjà abonnées. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire la difficulté de la transformation, Jean-Pierre l'a vécu beaucoup plus que quiconque puisqu'il l'a porté pendant des années chez Prisma Presse. Mais je crois que le rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le journaliste c'est son environnement, c'est son écriture, c'est sa conviction, c'est sa liberté de parler et les contraintes technologiques ou les contraintes de vulgarisation au sens latin du terme peuvent être considérées comme étant une dépréciation de son travail. Or, vulgariser pour que tout le monde comprenne, c'est pas forcément déprécier son travail. Il suffisait pas il suffisait pas non plus de changer les contenus. Il fallait aussi changer l'organisation des rédactions et leur implantation. Moi, je suis allé voir CNN à Atlanta. Vous avez un plateau qui est absolument énorme et le plateau télé, il est au milieu de la rédaction. C'est-à-dire, on voit, il y a une vraie communauté. Pour arriver à arriver ça dans les rédactions, à faire changer l'organisation, c'était difficile. C'est pareil à business, hein. C'est juste que le plateau est un peu plus... on a un zéro de moins dans le budget. Mais Anne, là vous parlez de contenu, là je vous écoutais à l'instant. Est-ce que les marques que vous conseillez aussi chez Brennan Consumers sont pas un peu des concurrentes de ces vieux ou nouveaux médias parce qu'elles-mêmes sont sur Instagram maintenant, Facebook, et donnent beaucoup de choses là? Alors, ça s'appelle le brand content. Pour moi, il peut être, il devrait être en fait un support de travail supplémentaire pour le monde journalistique. Alors, la marque va vouloir, elle, communiquer sur son propre contenu, elle va vouloir le véhiculer un peu comme une publicité, mais en fait, elle va essayer de rédiger un contenu intelligent, pas simplement une image. Et parfois, elle n'a pas forcément la capacité d'être totalement objective ou d'être totalement ouverte par rapport au message qu'elle veut faire passer. Si le journaliste la challenge, cette marque, dans le contenu qu'elle veut véhiculer, je pense qu'il y a un vrai sujet et un vrai partenariat à faire. Et il n'y a pas, encore une fois, là, pour moi, de contradiction ou de compétition entre les deux. Il peut y avoir quelques dérapages avec certaines marques qui vont lancer un contenu sur des Twitter de titres. C'est pas parce qu'on est dans le monde du digital qu'on doit oublier d'être respectueux et ça n'enlève pas le fait que le tweet qui est utilisé par un titre ne peut pas être utilisé n'importe comment par n'importe quelle marque. Donc il ne faut pas en profiter outre mesure. Mais il y a vraiment un accompagnement qui peut être nécessaire pour la marque, d'être challengé pour un journaliste, pour donner un contenu plus large et plus intelligible.
Harry, si on revient au kiosque, là il nous reste 2-3 minutes avant la fin de ce focus. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous là depuis quelques mois sur les nouveaux abonnés? C'est quel titre en particulier qui est très demandé? C'est assez divers. C'est assez divers, effectivement. Donc, pour revenir aussi à la question précédente, il n'y a pas d'unité dans la presse. La presse quotidienne est totalement différente de la presse magazine. Donc l'expérience qu'on y attend, la news, c'est pas la même chose que de lire un contenu, ce qu'on appelle le long format content. Donc nous, on s'est plutôt positionné sur la presse magazine parce que aujourd'hui, la presse magazine n'a pas une manière d'adresser ses lecteurs traditionnels de façon aussi forte que la presse quotidienne, qui a un rapport permanent avec ses consommateurs. Et d'où aussi, pour répondre à votre question initiale, le fait qu'il y a beaucoup d'autodistribution des grandes marques type Le Figaro, Les Échos, Le Monde, et qui passent pas par des plateformes comme les nôtres. En revanche, les marques de presse magazine, qui sont aussi très fortes, qui sont des très belles marques, n'ont pas le même rapport et donc cherchent des moyens d'accroître la visibilité de leur distribution avec des acteurs comme les nôtres. Et donc, on va s'abonner à Marie-Claire, à Psychologie, à Capital, parce qu'on a des articles de fond sur 3-4 pages. L'idée, c'est qu'on s'abonne au service Le Kiosque, et c'est un peu comme dans l'univers de la musique, ou quand on s'abonne à un service de streaming. On va piocher, on découvre. Voilà, on découvre des contenus. Et donc, pour l'instant, nous, on est sur ce qu'on appelle un format linéaire du contenu, et on travaille de plus en plus sur la délinéarisation, c'est-à-dire pas simplement d'accéder au contenu par marque, mais plutôt par thématique, actualité, et de le fournir sur des marques premium à valeur ajoutée. Jean-Pierre, vous comprenez ça, ouais? Oui, tout à fait. Par exemple, il y a un événement en ce moment, on va aller sur le kiosque et puis on va aller regarder tous les news. Demain, c'est une jeune femme qui veut une information féminine, elle ira voir les 3 ou 4 féminins, et puis le lendemain, si c'est un sujet politique ou économique qui l'intéresse, elle ira voir les 3 ou 4. Donc ça, c'est ça qui est le côté pratique de... Et vous faites des suggestions aussi, comme dans la on a cette musique. capacité à personnaliser le contenu, à comprendre ce que fait le consommateur chez nous. Donc plus on a de contenu, plus on sait exactement quelles sont les thématiques qu'il aime, et plus on peut lui adresser le bon contenu au bon moment. Ultime question, Fred. Oui, non, mais je pense que les éditeurs de presse doivent être de la même façon que les vendeurs de e-commerce cherchent à un peu avoir le profil de leurs clients. Il faut pas que les éditeurs de presse aient de retenue par rapport à ça, quoi. Chercher un profil de lecteur et puis lui adresser un contenu. Il y a à la fois ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire l'aspect découverte des contenus, et ça, je pense que c'est une dimension importante de la presse, mais il y a aussi le fait qu'on a plus envie, comme il y a quand même beaucoup de contenus disponibles aujourd'hui, on a envie d'accéder aux contenus qui nous plaisent et pas forcément accéder à des informations qui sont moins pertinentes, en tout cas en fonction de nos centres d'intérêt. C'est pas facile de connaître ses clients dans la presse quand on vend à des kiosques, on ne connaît pas ses clients. Ouais. Par le canal de l'abonnement, on connaît ses clients. Par le canal des kiosques et des marchands de journaux, on les connaît pas. Bon, on essaye, on les connaît pas nominativement. Vous bossez pour le Canard, entre autres, aujourd'hui. Canard enchaîné. Modèle particulier qu'on trouve pas sur le web. Non, qui gagne de l'argent depuis des années, qui est vraiment sur ça. Mais c'est comme ça que j'ai connu Mme Demès. C'est pour la réalisation d'une plateforme de gestion en ligne d'abonnement et surtout sur le passage à une plateforme beaucoup plus moderne qu'on attend. Merci Jean-Pierre. C'est capital, effectivement. Oui, c'est capital. C'est compliqué. Jean-Pierre a entièrement raison. C'est très compliqué. Déjà de façon générale, c'est compliqué, mais dans le monde de la presse, ça l'est encore plus. Et on a parlé pendant ces moments ensemble, ces minutes ensemble, principalement de la partie digitale, sans parler du digital à partir du papier. Or, en fait, il y a une nouvelle technologie qui est sortie, qui est une puce qui s'appelle le NILD Field Communication. Voilà, exactement, qui permet en fait à partir d'un papier d'aller immédiatement avec son smartphone attraper le contenu pour aller directement sur le contenu internet pour avoir une information beaucoup plus large et beaucoup plus exhaustive. Donc là encore, ça permet de suivre son client ou son lecteur, puisqu'on va pouvoir, à partir de la connexion Internet qu'il va faire depuis le papier, comprendre après ce qu'il va faire en lecture ou le suivre sur le réseau. Donc là aussi, pas d'antagonisme, plutôt mariage. Merci Anne, président de Brain Consumer Technologies avec nous ce soir, Jean-Pierre Caffin pour Bell & Company, ex-Prisma Presse, Frédéric Simotel, BFM, et donc Harry qui viennent de rejoindre sur ce dernier quart d'heure le kiosque.fr, je présume. Oui, le kiosque.com. .com. Business. Et on est sur BFM. Merci Harry. À très vite. Merci. Sur BFM Tech & Co. revient juste après sa courte pause.